Bonjour à tous, merci d'être ici sur le Startup Loft. Ça nous fait super plaisir de vous avoir avec Mehdi. La plupart d'entre vous ici, vous êtes des startups. Et votre plus grande idée en tant que startup, c'est la croissance. Vous devez sûrement vous poser des questions sur comment associer la croissance de votre business avec la croissance inéluctable de votre infrastructure. D'ailleurs, à main levée, aujourd'hui, je vais vous demander combien d'entre vous sont dans cette situation. Bon, pas beaucoup de monde. Mais en tout cas, si c'est pour ça que vous êtes ici, vous êtes dans la bonne session. Aujourd'hui, avec Méline Ekmouche, je suis Thomas Buatois, on va vous expliquer comment gérer vos 10 premiers millions d'utilisateurs sur AWS. Allez, c'est parti. Alors en tant que startup, tout commence par une idée. Vous avez une idée, vous voulez la développer, et le plus souvent, pour cette première idée, vous allez la créer sous forme d'application. Mais une application, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on veut dire dans cette session par une application? Alors une application aujourd'hui, on va parler d'une application full stack qui va représenter notre interface utilisateur, le front-end, notre logique applicative, le back-end, et toute la partie données. On donnera souvent pour la base de données. Bon, c'est super, vous avez une idée, vous savez que vous voulez faire une application, maintenant il faut la développer. Et pour développer cette application, vous allez avoir besoin de développeurs. Alors qu'est-ce qu'ils veulent faire, vos développeurs? Là, ce qu'on voit dans l'industrie aujourd'hui, c'est que la plupart des frameworks les plus utilisés par les développeurs, en tout cas c'est ce que dit le survey de Stack Overflow 2023, c'est que les 5 frameworks les plus utilisés pour faire du développement web, c'est des frameworks qui sont basés sur JavaScript ou leurs dérivés. Donc, les technologies actuelles aujourd'hui, vous voulez des frameworks front-end JavaScript, une interaction simplifiée et une synergie entre votre logique applicative et votre interface utilisateur, front-end, back-end. Vous ne voulez pas vous embêter à gérer votre infrastructure, à faire des actions manuelles sur votre infrastructure. Vous voulez de l'infrastructure managée. Et en tant que startup, aujourd'hui, votre but, je l'ai déjà dit, c'est le scale, c'est la scalabilité. Vous voulez une infrastructure qui scale avec votre grand nombre d'utilisateurs qui va arriver. Mais je vais être honnête avec vous, aujourd'hui, aucune application n'est conçue pour une hyper scalabilité dès le premier jour. Mais aujourd'hui, ensemble, avec Mehdi, on va essayer de vous montrer comment vous pouvez partir sur de bonnes bases et créer tout ça. Alors, commençons par le début. On est au jour 1, vous avez votre idée, vous avez 1, 100, peut-être 1000 utilisateurs, et vous commencez de manière simple. Vous avez une super idée pour un nom d'application, myawesomeapp.com, ça c'est le mien, vous trouverez quelque chose de mieux, j'en suis sûr. Et vous avez vos 2 premiers gros blocs, votre interface utilisateur, votre front-end, et toute la partie back-end, avec la logique applicative et la base de données. De manière classique, pour votre front-end, comment vous allez faire? Vous allez prendre un serveur web avec Apache 2, Nginx, vous allez mettre votre frontal dedans, plusieurs VM, un stockage partagé potentiellement. Au-dessus, vous allez mettre un load balancer pour partager cette charge entre ces différents serveurs. Et puis, pour que votre application elle soit accessible de manière globale, vous allez rajouter un Content Delivery Network, un CDN. Ça va vous permettre d'y accéder partout avec une bonne latence et de pouvoir mettre en cache les gros fichiers. Typiquement, je parle des images, des vidéos ou de toutes les librairies JavaScript de vos frameworks JavaScript. Mais on peut faire autrement aujourd'hui, on peut faire quelque chose de manière plus moderne. Mais alors pourquoi on veut faire des choses un peu plus modernes? Eh bien, tout d'abord pour une réduction de coûts. Je parle d'une réduction de coûts qui est double, une réduction de coûts de l'infrastructure, mais aussi une réduction de votre coût d'exploitation, votre coût humain. Combien de temps vos équipes de développeurs et vos équipes DevOps vont passer à gérer votre infrastructure. Deuxièmement, et je le rappelle, startup scalabilité, on veut aller jusqu'à 10 millions d'utilisateurs. Il va falloir un front-end qui est capable d'encaisser cette charge sans tout reconstruire, tous les 10 000 utilisateurs. Dernière étape très importante, vous voulez chouchouter vos développeurs, et j'en vois qui sont d'accord là-bas. Il faut chouchouter vos développeurs et vous voulez une bonne expérience utilisateur et qu'ils fassent ce qu'ils savent faire de mieux. C'est-à-dire développer des nouvelles fonctionnalités pour votre application et pas passer du temps à gérer des pipelines DevOps, CI/CD ou que sais-je. Et pour ça, on a une solution. Et cette solution elle s'appelle Amazon Amplify Hosting et ça va vous permettre de déployer de manière globale
votre application, de déployer et d'héberger votre application front-end de manière globale. Alors, elle est basée, Amplify Hosting, sur Amazon CloudFront, qui va vous permettre de déployer votre application, comme je l'ai dit, de manière globale. Ça va vous aider à gérer toute votre partie de flux et de gestion CI/CD et vous abstraire un petit peu une partie de cette complexité pour gérer entre la migration de dev à pré-prod à prod avec des déploiements qui ne vont pas impacter vos utilisateurs. Vous allez avoir cette gestion multibranche, cette capacité de personnalisation, évidemment votre nom de domaine, mais beaucoup de choses, rajouter de la sécurité. Voilà. Amplify Hosting, c'est aussi simple que ça vous permet de déployer votre application de manière globale, sans trop de problématiques. Deuxième point, comment on fait avec Amplify Hosting? Comment on avance? Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est super simple. Vous prenez votre Git, que ce soit du GitHub, du GitLab, du Bitbucket, du code commit, vous configurez quelques paramètres, votre personnalisation que vous avez besoin pour votre appli, et quelques coups de CLI plus loin, vous avez votre application qui est disponible de manière globale et sécurisée à la terre entière. Donc ça, c'était pour notre partie front-end. Je vais laisser Mehdi continuer sur la partie back-end, vous en dire un petit peu plus. Merci Thomas. Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Parfait. Maintenant que la partie frontale de l'application est déployée, on va se pencher sur le back-end qui va renfermer la logique applicative. Premier besoin pour le back-end, un hébergement qui va fournir donc les ressources nécessaires à son exécution. Et pour cela, plusieurs options sur AWS. Tout d'abord, Amazon EC2, service qui va vous permettre d'instancier des machines virtuelles sur AWS avec plus de 700 types d'instances différentes pour répondre à vos besoins. Deuxièmement, pour les applications containerisées, AWS Fargate qui va vous permettre d'exécuter vos conteneurs en mode serverless, donc sans infrastructure à gérer. Et AWS Fargate sera utilisé conjointement avec des orchestrateurs qui seront soit ECS, orchestrateurs de conteneurs managés par AWS, ou alors, pour les utilisateurs de Kubernetes, Amazon EKS qui va vous permettre de déployer un cluster Kubernetes managé sur AWS en quelques clics. Et enfin, AWS Lambda, service prisé par les développeurs, étant donné que le service permet de déployer une application à l'échelle et cela uniquement en fournissant le code source de l'application. Et AWS Lambda sera également serverless, donc pas d'infrastructure à gérer de votre côté, mais ça s'occupera également de la partie orchestration du déploiement. Une fois que le back-end sera hébergé, il y aura un besoin d'exposition, de mise en réseau pour pouvoir exploiter ce back-end. Et là, ça sera le modèle d'accès à votre application qui va définir la meilleure solution. Pour un back-end serverless que vous voudriez exposer via une API, Amazon API Gateway, service managé pour l'exposition, la sécurisation et la surveillance d'API à l'échelle. Pour une application qui sera hébergée sur des serveurs ou conteneurisés, avec un grand nombre de requêtes et la nécessité d'équilibrer cette charge sur plusieurs instances de votre back-end, ça sera un Application Load Balancer qui va offrir les fonctionnalités nécessaires. Et enfin, pour des API avec un degré de complexité avancé et nécessitant une approche GraphQL, AWS AppSync sera le service adéquat. Maintenant, il va s'agir de définir la meilleure combinaison entre toutes les solutions que nous avons vues précédemment. Et ce qu'on voit habituellement, c'est que pour un premier déploiement, les utilisateurs ont tendance à héberger le back-end sur une instance unique avec une exposition directe. Et cela par souci de simplicité et de rapidité. Cependant, avec cette approche pour le back-end, vous allez très vite rencontrer plusieurs limitations. Tout d'abord, le nombre important d'actions manuelles pour maintenir le serveur en état opérationnel, de patching, de correctifs de sécurité à installer. Deuxièmement, la scalabilité. Lorsque vous aurez plus d'utilisateurs, eh bien, vous serez obligé de créer un nouveau serveur avec plus de ressources qui va nécessiter donc le basculement de l'application, encore plus de tâches manuelles. Et enfin, l'absence de service managé qui ne va pas vous permettre de tirer au maximum parti du cloud AWS qui peut vous faciliter la vie au quotidien via cet aspect managé et pour accélérer votre business.
Et tout le temps passé sur ces actions manuelles, ça sera du temps que vous n'investirez pas sur l'innovation au service de votre startup. Comment apporter alors plus de flexibilité et d'agilité à ce back-end? Eh bien, la solution va résider dans la combinaison de plusieurs des services que nous avons vus précédemment. Et ça sera AWS Fargate pour un hébergement serverless, donc sans infrastructure à gérer. Amazon ECS pour l'orchestration du back-end. Un load balancer pour l'exposition, la mise en réseau et la répartition de la charge. Des mécanismes d'autoscaling qui seront automatisés pour faire un passage à l'échelle de votre application selon la charge qu'il y a dessus et d'avoir une élasticité au niveau de l'architecture. Et enfin, une intégration continue pour pouvoir déployer, pour pouvoir faciliter l'intégration de nouvelles fonctionnalités à votre application. Et aujourd'hui, AWS canalise toutes les solutions précédentes, toutes les couches que l'on vient de voir précédemment, au sein d'un seul et même service, AWS App Runner, qui est un service donc managé, qui va orchestrer pour vous toutes les couches que nous avons vues précédemment de manière transparente et qui va vous permettre de déployer votre back-end de manière managée, donc sans infrastructure à gérer et avec des passages à l'échelle qui se feront dynamiquement avec des mécanismes d'intégration continue, toutes les couches que nous avons vues précédemment. Si l'on intègre maintenant AWS App Runner à l'architecture de l'application, nous aurons un front-end et un back-end qui seront modernisés, qui vont donc vous permettre de tirer parti des aspects managés d'AWS qui vous faciliteront la vie au quotidien, donc plus de temps à investir sur l'innovation au service de votre startup. Vous aurez une réduction des frais de déploiement avec l'élasticité qui sera implémentée sur l'architecture avec les mécanismes d'autoscaling que va offrir App Runner. Et enfin, une intégration avec les frameworks modernes dont Thomas a parlé au début de la présentation pour garantir une bonne expérience pour vos développeurs. Parlons à présent de la dernière partie de l'architecture de l'application, les bases de données. Et quand on parle base de données, une grande question se pose pour le début. Base de données relationnelle ou non relationnelle? Et à moins que vous n'ayez un cas d'usage spécifique ou un volume de données qui est très important, nous vous conseillons de partir sur les bases de données relationnelles, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la pérennité de la technologie qui est largement utilisée aujourd'hui dans différents secteurs d'activité, le nombre important de ressources que vous aurez à votre disposition à travers de la documentation, des exemples prêts à l'emploi pour les frameworks que nous avons cités, et surtout la forte communauté sur laquelle vous pourrez vous reposer. Et enfin, le modèle de scalabilité clair et efficace des bases de données relationnelles qui va vous permettre donc d'absorber la charge de vos premiers millions d'utilisateurs. Comment se lancer à présent avec les bases de données relationnelles sur AWS? Pour ça, il y a Amazon Aurora Serverless, service managé qui va vous permettre de déployer des bases de données relationnelles sur AWS avec une compatibilité MySQL et Postgre. Et Aurora va offrir à votre couche de base de données de la performance et de la scalabilité, avec la capacité de prendre en charge un grand nombre de quantités de requêtes en lecture et en écriture par seconde, une haute disponibilité et une durabilité pour vos données, de par les fonctionnalités de déploiement de votre base de données sur plusieurs zones de disponibilité au sein d'une région, mais également sur plusieurs régions à travers le monde, avec la fonctionnalité de base de données globale. Amazon Aurora est un serveur managé, donc encore une fois, vous n'aurez pas Aurora Serverless, c'est un service managé, donc vous n'aurez pas d'infrastructure à gérer, donc vous pourrez déployer votre base de données sans vous soucier de l'infrastructure sous-jacente, mais il offre également des mécanismes de passage à l'échelle dynamique et granulaire, qui vont vous permettre d'absorber les pics de charge que vous aurez sur votre base de données, en évitant de faire du surprovisioning qui sera donc plus coûteux. Et ça se traduit par des économies sur des workloads qui vont donc avoir des pics de charge, en évitant ce surprovisioning. En intégrant Amazon Aurora à l'architecture de l'application, vous aurez alors une architecture de départ qui implémente de l'excellence opérationnelle avec très peu, voire quasiment pas d'infrastructure à gérer. Une architecture élastique et scalable qui sera adaptative à la charge qu'il y a sur votre application. De la haute disponibilité
Et enfin, des couches de sécurité et de contrôle d'accès qui seront des étapes par lesquelles vous passerez forcément lors de la configuration de ces services. Et cette architecture va vous permettre de gérer vos 100 premiers utilisateurs, vos 1000 premiers utilisateurs, voire même d'aller jusqu'à vos 10 000 premiers utilisateurs. Et là, je repasse le micro à Thomas pour les prochains paliers. Merci Mehdi. Alors effectivement, avec cette architecture, on peut aller à 10 000 utilisateurs et au-delà. Mais on va avoir nos premiers challenges, nos premiers défis qui vont arriver. Le premier défi qu'on va voir, c'est cette interdépendance que vous allez avoir au sein de votre application. Vous avez fait évoluer votre application, vous avez ajouté des nouvelles fonctionnalités, et finalement, votre base de données, elle a peut-être énormément grossi, elle est très grosse. Et certaines requêtes que vous allez faire en lecture ou en écriture d'une partie de votre application va potentiellement impacter d'autres parties de votre application, d'autres de vos utilisateurs, et vous allez avoir une performance globale de votre application qui va être impactée par ça. Donc, on ne va pas vous laisser comme ça, on va vous aider. On va vous aider à aller plus loin et à aller à notre goal de 10 millions d'utilisateurs. Et pour ça, on va commencer par optimiser. Donc on va optimiser point par point par le front-end, le back-end et notre partie base de données, mais on va commencer par le plus simple, notre partie front-end. Alors pour le front-end, comme j'ai dit tout à l'heure, Amplify Hosting, il travaille en synergie avec notre CDN Amazon CloudFront. Amazon CloudFront, c'est plus de 600 points de présence, disponible dans 50 pays, plus de 200 villes, disponible dans le monde. Et cette infrastructure hautement managée et gérée va vous permettre de scaler votre application front-end à plusieurs dizaines, plusieurs centaines et plusieurs millions d'utilisateurs sans avoir à faire de gros changements. Et donc ça, c'est intégré dans Amplify et dans Amplify Hosting. Donc c'était plus simple, passons à la suite. Le back-end. Le back-end, on a vu, et Mehdi l'a présenté, on se base sur Appreneur. Appreneur, c'est une abstraction au-dessus d'une unité de compute qui va être Fargate, notre conteneur Fargate. Alors comment on fait pour aller optimiser et scaler notre conteneur Fargate? Eh bien, on va avoir deux options. Premièrement, on va faire une scalabilité qu'on va appeler verticale. On va augmenter la taille de notre conteneur avec plus de mémoire RAM, plus de vCPU, et notre conteneur va être en mesure de gérer plus de requêtes par seconde. Deuxième point, finalement, si on veut encore en gérer de plus en plus, eh bien, on va rajouter plus de conteneurs en parallèle. C'est ce qu'on va appeler une scalabilité horizontale. On va rajouter plus de conteneurs. Et ça, Appreneur va pouvoir vous aider et gérer dynamiquement le nombre de conteneurs qui va être alloué en fonction de votre nombre de requêtes qui vont atterrir sur votre API. Et grâce à ça, vous allez pouvoir optimiser et gérer de plus en plus d'utilisateurs en fonction de vos pics de charge et même de votre baseline. Dernier point, notre base de données. Et pour ce qui est de la base de données, en réalité, si on veut optimiser nos requêtes, les requêtes qui sont les plus optimisées, finalement, c'est celles qu'on ne fait pas. Ok. Alors comment on ne fait pas des requêtes à une base de données? Eh bien, en réalité, on va utiliser un système de cache et on va aller récupérer le résultat d'une requête précédente. On va le garder en mémoire, on va le mettre dans un système de cache qui va être dédié pour ça. Et au lieu des prochaines fois qu'on aura besoin de la même donnée, au lieu de redemander à la base de données d'aller recalculer et qui va prendre du temps cette information, on va aller se servir directement dans le cache. Et ça va nous permettre de gagner en rapidité, mais aussi de diminuer la charge des requêtes sur notre base de données. Et donc notre base de données, finalement, elle va pouvoir gérer plus de requêtes par rapport à celle de notre application. Donc, comment on fait pour ajouter du cache dans notre infrastructure? Eh bien, on va utiliser Amazon Elasticache. Amazon Elasticache, c'est notre service de cache managé compatible Memcached et Redis, qui est extrêmement rapide en termes de latence. Quand je dis rapide, on parle en microsecondes, qui est évidemment hautement disponible, qui est disponible sur plusieurs zones de disponibilité, mais aussi sur plusieurs régions. Donc, vous pouvez avoir des caches globaux entre plusieurs régions AWS. Il est bien évidemment scalable et entièrement managé. On a même nouvellement une version de la base de données Elasticache qui est serverless et vous n'avez même plus à gérer les serveurs sous-jacents et à les choisir. Donc comment ça s'articule l'ajout de cette base de données Elasticache dans notre architecture qu'on a vue précédemment? Et bien finalement, on va aller faire un lien entre notre back-end, notre logique applicative et notre base Elasticache. Les frameworks modernes le prennent très bien en charge, que ce soit pour du Redis ou du Memcached. Et ça va vous permettre vraiment, avec cette architecture, d'aller diminuer le nombre de requêtes que vous allez faire sur votre base de données et de répondre plus vite à certaines requêtes que vous auriez déjà précédemment exécutées. Deuxième point pour notre base de données, les réplicas de lecture.
Alors les réplicas de lecture, pourquoi on en rajoute? Eh ben, en fait, dans une application web, on peut imaginer une règle de Pareto. On a 80% des requêtes qu'on va faire à notre base de données qui vont être des requêtes de lecture et seulement 20% qui vont être des requêtes d'écriture. Et donc on va vouloir scaler dynamiquement en réalité notre capacité et notre nombre de requêtes qu'on va faire en lecture. Et pour ça on va utiliser les read replicas. Les read replicas, c'est simplement un duplicata de notre base de données et qui va être uniquement dédié aux requêtes de lecture. Et donc ça va nous permettre de casser en fait cette interdépendance qu'on avait au début, que je vous ai présentée, entre les requêtes de lecture et les requêtes d'écriture. On va casser ça et chacun va scaler indépendamment et nos requêtes vont aller sur des bases de données qui vont être différentes et donc ne pas s'impacter mutuellement, dans la mesure du possible. Et donc cette architecture, elle va nous permettre de scaler à plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs et d'aller même jusqu'aux millions d'utilisateurs. Alors, on vous a promis 10 millions, on n'y est pas encore, on y arrive. Pour passer ce cap du million d'utilisateurs, on va devoir faire encore quelques petits ajustements. En fait, vos 1000, 10 000, 100 000 premiers utilisateurs, ils sont peut-être sur une base de certaines fonctionnalités. Mais pour aller chercher ce million d'utilisateurs, votre startup, votre produit, vous avez dû rajouter énormément de choses à l'intérieur. Vous allez dû changer, ajouter plus de fonctionnalités. Et ces fonctionnalités, eh ben, elles consomment des ressources. Et potentiellement, vous allez arriver aussi aux limites de votre base de données en mode écriture, même ces 20%, à l'échelle pour 1 million d'utilisateurs, ça fait beaucoup. Et vous allez potentiellement engorger cette base de données unique pour l'entièreté de votre application. Et toutes ces fonctionnalités, ce monolithe qui a grossi, il devient de plus en plus compliqué à gérer pour vos développeurs. Vous avez de plus en plus d'interdépendance dans le code et les développements ils sont ralentis, ils sont complexifiés. Alors comment on va au-delà? Comment on va au-delà de nos millions d'utilisateurs? Eh bien finalement, on va changer de paradigme. On va passer sur une architecture qu'on va appeler microservices. L'idée, c'est de passer de notre monolithe qu'on a actuellement, qui exécute absolument tout dans un seul et même conteneur, qui exécute toutes les fonctionnalités, à un système et une architecture où on va avoir plusieurs microservices qui vont exécuter des tâches spécifiques, qui vont être indépendantes les unes des autres et qui vont scaler indépendamment. Quand je parle d'un microservice, je pense par exemple à votre système d'authentification, votre système de statistiques, votre système de gestion de fraude. Tout ça, ça va être un microservice et ils vont parler ensemble. Mais alors passer d'un monolithe à une architecture microservice, ben, c'est pas si trivial que ça. Donc ce qu'on va vous conseiller pour passer du monolithe au microservice, ça va être d'y aller petit à petit, étape par étape. Prenez vos nouvelles fonctionnalités, mettez-les dans des microservices. Les grosses fonctionnalités de votre monolithe, prenez-les aussi, mettez-les dans des microservices. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre monolithe, eh ben, il est devenu un microservice comme un autre. Et ça, cette architecture, réellement, elle va vous permettre d'aller au-delà du million d'utilisateurs, d'aller scaler à 10 millions et plus. Et ça, c'est comme ça, indépendamment, chaque microservice va pouvoir scaler pour ses propres besoins, avec ses propres bases de données et ce dont il a besoin. Mais alors, au-delà de 10 millions, on a atteint notre but, on est à 10 millions, mais quand même, votre but, ça reste la croissance, et même au-delà de 10 millions, vous n'allez pas vouloir vous arrêter, vous allez vouloir aller au-dessus. Alors comment on va au-dessus? Et bien finalement, pour aller au-dessus, vous allez devoir vraiment optimiser à tous les niveaux. Vous allez devoir mettre du cache là où il n'y en a pas, en rajouter, faire des optimisations sur vos requêtes, faire des optimisations sur le temps de latence entre votre back-end, votre base de données, rajouter du cache, toutes ces choses-là. Rajouter des processus asynchrones, tout ce qui n'a pas besoin d'une réponse directe à l'utilisateur, faites-le en batch, faites-le à côté. Pas besoin de bloquer votre application et bloquer les processus de votre application pour des processus qui peuvent être faits en asynchrone. Typiquement, une requête un envoi d'un email. Mettez ça dans une queue et un microservice s'en occupera et le fera à son rythme. Pas besoin de bloquer l'utilisation. Et pour ça, pour savoir où optimiser et comment bien optimiser, il va vous falloir en fait une analyse complète du monitoring au sein de votre application pour voir où vous avez des capacités d'optimisation. Et ça, c'est primordial. Je pense qu'avec Mehdi, on vous a donné quelques clés, et peut-être toutes les clés, pour vous permettre de scaler votre idée, que vous avez peut-être déjà, ou votre idée naissante, de vos premiers utilisateurs à vos 10 premiers millions d'utilisateurs. J'espère que vous avez aimé cette session, que vous avez appris des choses. On vous remercie avec Mehdi et comme c'est le cas dans toutes nos sessions, on va vous demander s'il vous plaît de prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire de satisfaction de ces sessions pour s'améliorer pour les années d'après.
Merci à tous et bonne continuation pour le summit.